Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Hernán Cortés, appelé aussi Hernando Cortés, le conquistador de l'Empire aztèque. Il est le plus connu des conquistadors et il est vrai que sur le papier, il paraissait impossible qu'une poignée d'Espagnols réussisse à conquérir le plus prospère des empires indiens d'Amérique. Et en plus, pour compliquer la tâche, il s'agissait d'un peuple guerrier, redouté, en pleine expansion et comptant plusieurs millions de sujets. Les Aztèques pouvaient compter sur environ 200 000 guerriers. Ils avaient l'avantage de la connaissance du terrain et avaient forgé des alliances avec certains peuples indiens. Ils disposaient également d'environ 300 embarcations de guerre, d'une capitale extrêmement difficile à prendre puisqu'entourée d'eau, et d'un système remarquable de postes qui leur permettait d'être informés rapidement des mouvements de l'ennemi. Ils pouvaient être ravitaillés par leurs agriculteurs et les cités satellites de l'Empire. De son côté, Hernando Cortés, lorsqu'il démarque, dispose de 518 guerriers et 16 chevaux, quelques arquebuses et des armures bien plus performantes que celles indiennes. Il ne peut compter sur aucun renfort espagnol, ni ravitaillement, puisqu'il est parti sans l'autorisation du gouverneur de l'île, Diego Velázquez de Cuéllar, qui enverra d'ailleurs un peu plus tard des troupes combattre Cortés. Si l'armement et les techniques de combat des Espagnols étaient supérieurs, l'avantage donné par les premières armes à feu et les chevaux était loin d'être suffisant pour compenser cet immense déséquilibre numérique en faveur des Aztèques. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette représentation graphique, un Espagnol aurait dû être capable de battre sur le champ de bataille près de 384 Indiens pour survivre. Et contrairement à une image répandue, les conquistadors n'étaient en rien des guerriers professionnels. On trouvait au sein de ces troupes des hijos de algo ou hidalgo, c'est-à-dire des bâtards, ce qui signifie qu'ils étaient issus d'une union illégitime. On trouvait également des artisans, quelques paysans et des ouvriers. Et je ferai une vidéo à ce sujet, mais il y avait aussi des conquistadors esclaves qui à cette époque pouvaient être blancs ou noirs, et des libertos, c'est-à-dire des affranchis comme Juan Garrido, l'un des guerriers préférés d'Hernán Cortés, qui était un homme noir. Tout cela pour dire que les conquistadors n'étaient pas tous des guerriers professionnels et que la victoire de Cortés n'est pas due à sa seule supériorité militaire. En réalité, les éléments qui expliquent la victoire des Espagnols sont avant tout diplomatiques. Les Espagnols réussirent à vaincre les Aztèques en nouant des alliances locales avec des peuples indiens qui ne supportaient plus le joug et les tribus demandées par les habitants de Tenochtitlan. Cortés a employé tous les moyens à sa disposition pour conquérir les peuples de la région, la force n'étant que l'un des moyens utilisés. La première escale de l'expédition est d'ailleurs assez représentative de la politique du conquistador. Sur l'île de Cozumel, Cortés n'exclut pas d'employer la force, mais il demande avant de parler au chef maya de la ville pour lui expliquer ses intentions pacifiques si son peuple se soumet à la religion catholique et à l'Espagne. Les habitants de l'île acceptent la conversion et l'expédition repart sans guerroyer. C'est sur cette île que survint un autre événement d'une grande importance, puisque Aguilar, un Espagnol rescapé du naufrage du bateau de Juan de Valdivia, rejoignit l'expédition. Il était l'un des deux derniers naufragés vivants dans la péninsule et ses corélégionnaires ayant été mangés par des Mayas cannibales ou disparus. Aguilar pouvait traduire les paroles de Cortés en maya, permettant ainsi d'établir des alliances avec les peuples du sud de la Mésoamérique. Ces hommes longent ensuite la côte du Yucatan jusqu'au rivage du peuple Chontal. Ces derniers refusent de les réapprovisionner pleinement et alors qu'ils sont à court de vivres et d'eau. Cortés tente donc de négocier et devant le refus des habitants, il fait lire le requerimiento et livre bataille contre les Chontales le 14 mars 1519. La bataille de Centlac est remportée par les Espagnols et a une grande importance notamment parce qu'en signe de paix, les Chontales offrent une vingtaine d'esclaves à Cortés, parmi lesquels se trouve la Malinche ou Doña Marina, une esclave qui parlait nahuatl et maya et qui permit à Cortés de communiquer avec l'ensemble des peuples mésoaméricains. La Malinche devint également la maîtresse du conquistador avec qui elle eut l'un des premiers fils métis du Mexique, Martín. Les Espagnols fondent à cet endroit Santa María de la Victoria. Les hommes de Cortés continuent à longer la côte jusqu'à débarquer proche de l'actuelle ville de Veracruz qui est fondée à cette occasion. Afin de se débarrasser de l'influence de Diego Velázquez de Cuéllar, le gouverneur de Cuba, Veracruz est doté d'un cabildo, c'est-à-dire un conseil municipal qui fait dépendre la ville directement du roi et des émissaires sont envoyés en Espagne pour défendre la cause des expéditionnaires. Ils dialoguent avec les dirigeants totonacas qui sont tributaires des Aztèques. Ils leur demandent d'arrêter de payer le tribut et de renvoyer les émissaires aztèques pour sceller une alliance. Les Mexicas commencent à attaquer les villages totonacas, mais Cortés intervient et écrase le petit groupe aztèque. Les Totonacas s'allient donc pleinement à Hernán Cortés et 1300 guerriers Totonacas
rejoignent l'armée espagnole. À partir de ce moment, les troupes seront toujours composées d'une majorité d'Amérindiens. Cortés doit faire face parallèlement dans son propre camp à la rébellion de fidèles du gouverneur de Cuba qui est rapidement matée. Les deux dirigeants, Juan Escudero et Diego Cermeño, sont condamnés à mort et les bateaux sont rendus inutilisables. Il n'y a plus de marche en arrière et la conquête de l'Empire aztèque commence. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.